.ch. À 7h37, l'Iran, les 2 navires de guerre iraniens envoyés par Téhéran en Syrie via la Méditerranée ont emprunté le canal de Suez mardi, hier, pour retourner en Iran. Un aller-retour, en somme, comme si l'Iran continuait de souffler le chaud et le froid dans ses relations avec la communauté internationale. Un recul qui intervient au moment même où la Chine, l'Inde et le Japon menacent de réduire de 10% leur achat de brut iranien. Alors l'Iran, pays toujours plus isolé, faut-il s'en réjouir? Avec nous ce matin, le plaisir d'accueillir le professeur Mohamed Reza Jalili, professeur émérite de l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève. Bonjour professeur, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Jusqu'à 8h. Vous êtes spécialiste de l'Iran, né à Téhéran d'ailleurs, binational suisse-iranien, et vous considérez que l'Iran est dans une spirale infernale, dites-vous, de l'isolement. Pourquoi infernale ? Parce que cet isolement peut, à la limite, coûter très cher à l'Iran si on ne trouve pas un moyen de sortir de cet isolement qui affaiblit l'Iran sur la scène internationale et qui tente ceux qui voudraient utiliser des moyens de force militaire contre l'Iran à s'engager sur cette voie-là. Donc, il faut que l'Iran commence à briser cet isolement. Et le seul moyen de briser cet isolement, c'est évidemment commencer à négocier avec la communauté internationale, surtout sur la question très controversée du nucléaire. Oui, les inspecteurs sont rentrés bredouilles de la IEA, très déçus ont-ils dit. On n'a pas l'impression qu'on est en phase de négociation ou d'assouplissement du côté iranien. Oh, c'est très difficile de négocier avec le régime iranien actuel. Ils ont une stratégie basée sur le gain de temps, etc. Mais néanmoins, je ne vois pas d'autre solution que de négocier de façon préparée, bien sûr, avec un ordre de discussion sur lequel on tomberait d'accord avant. Donc, ça ne sera pas facile, très certainement, mais je ne vois pas d'autre solution, car toute autre solution serait extrêmement dangereuse, non seulement pour l'Iran, mais pour toute la région du Moyen-Orient qui n'a pas besoin d'un nouveau conflit au moment où les Américains viennent de quitter l'Irak. Qu'est-ce qui est négociable pratiquement, professeur Jalili, avec l'Iran ? Ce qui est négociable, c'est une certaine normalisation de l'Iran sur la scène internationale. Vous savez, l'Iran conteste l'ordre international et même l'ordre régional depuis bientôt 33 ans. Et il faut que l'Iran se plie un tout petit peu aux règles internationales et commence à se plier aux injonctions, si vous voulez, du Conseil de sécurité pour revoir sa politique étrangère. Le problème de l'Iran, c'est que l'Iran, depuis 32 ans, mène une sorte de révolution permanente. La révolution est la finalité. Vous avez eu des révolutions ces derniers temps dans certains pays arabes, par exemple la Tunisie. Une fois la révolution accomplie, maintenant on essaie de remettre le pays en marche, etc. En Iran, depuis 33 ans, on est toujours dans une révolution permanente. Les tribunaux révolutionnaires continuent à fonctionner et ça, évidemment, fait que c'est un État qui dérange le système régional et international. Le seul moyen pour l'Iran, c'est de retourner un peu dans cette communauté internationale et de lancer un programme de développement économique et social. L'Iran a toutes les potentialités de devenir très rapidement un pays émergent. Pour le moment, je dirais que plutôt c'est un pays plongeant que émergent quand on le compare, par exemple, avec son voisin qui est la Turquie. Oui, c'est un pays plongeant, on va retenir l'expression, professeur Jalili. Il y a des soutiens quand même, et notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies. La Chine et la Russie, ce ne sont pas le vrai soutien, selon vous ? Écoutez, quand il a fallu voter des sanctions contre l'Iran, la Chine et la Russie ont voté ces sanctions. Ils ne les ont pas appliquées, ça c'est vrai, mais ils ont quand même voté. Donc, ces alliés de l'Iran, que seraient la Russie et la Chine, il faut relativiser leur soutien à l'Iran.
eux-mêmes, évidemment, sont prêts à avancer un peu sur la voie iranienne, mais ils ne veulent pas détériorer leurs relations avec les États-Unis, avec les pays occidentaux, etc. Ce sont des partenaires bien plus importants pour la Russie et pour la Chine, les pays occidentaux, que l'Iran. Donc ils veulent bien faire un bout de chemin avec l'Iran, mais ils tiennent compte surtout de leurs intérêts nationaux avant toute chose. Quand l'Iran menace de couper ses livraisons de pétrole, c'est du bluff? Non, l'Iran menace de couper ses livraisons de pétrole à quelques pays européens, surtout ceux qui n'achètent pas beaucoup, c'est-à-dire par exemple la France et l'Angleterre, dont chacun importe moins de 3% de son pétrole de l'Iran. Ce qui est plus important pour l'Iran, ce sont les pays asiatiques, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, qui sont les grands clients du pétrole iranien. Si ces pays commencent à boycotter, ce qui semble être engagé progressivement, alors là, ça sera très déterminant pour l'avenir de l'Iran. Professeur Djalili, vous parliez du cas tunisien tout à l'heure, évidemment en faisant allusion au printemps arabe. Le peuple iranien, finalement, pourquoi ne se soulève-t-il pas? A-t-il les moyens, l'envie, l'intuition de se soulever comme l'ont fait d'autres pays arabes? Écoutez, je crois que même... d'abord, il y a deux choses. Historiquement, l'Iran est le seul pays de la région à avoir fait deux révolutions au XXe siècle, en 1906 et en 1979. Mais au-delà de ces éléments historiques, rappelez-vous, il y a 3 ans, le soulèvement qu'il y a eu en Iran par rapport aux élections qui ont amené le renouvellement du mandat de M. Ahmadinejad. Oui. En juin 2009, il y a eu des millions d'Iraniens qui se sont soulevés. Mais ça avait été avorté. Hein. Oui, mais il y a eu une répression absolument extraordinaire, comme jamais il n'y a eu Pire en qu'en Iran. Syrie, pire qu'en Syrie, diriez-vous? Je ne dirais pas pire qu'en Syrie, parce qu'en Syrie, il y a véritablement une sorte de guerre civile engagée, un bombardement des villes, etc. Là, c'est beaucoup plus pernicieux. On a arrêté un certain nombre de gens, certaines personnes ont disparu, les leaders du mouvement sont en prison sans aucune accusation. Enfin, ils sont en résidence surveillée. Personne n'a de nouvelles de M. Moussavi et Karoubi depuis des mois. Donc, des blogueurs ont été arrêtés, des journalistes, des avocats, des profs d'université, etc., etc. Donc, la machine de répression fonctionne considérablement. Tout à l'heure, on parlait hors programme de la Corée du Nord. L'Iran, c'est très difficile d'imaginer que l'Iran devienne une sorte de Corée du Nord. Peut-être certains au sein du régime espèrent que l'Iran devient un pays de ce type-là, où la population serait soumise et unanime face au régime, mais l'histoire de l'Iran, le passé iranien prouve que c'est très difficile, et en plus, l'Iran est très externalisé sur le plan économique. C'est un pays qui vit d'exportation pétrolière et qui importe beaucoup. L'assiette de l'Iranien moyen est à 50% composée d'aliments importés. Et puis, en plus, il y a socialement une connexion avec l'extérieur qui est très, très importante. C'est la connexion qui existe entre l'intérieur du pays et la diaspora iranienne qui a été créée, en fait, de toutes pièces. Durant ces 30 dernières années, il y a près de 4 millions d'Iraniens qui vivent à l'extérieur de l'Iran et qui maintiennent des liens continus avec leurs compatriotes à l'intérieur du pays.